Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. Vous le voyez, nous sommes au cœur du salon de l'agriculture. 90 producteurs du Grand Est sont ici à la rencontre des consommateurs et les questions sont nombreuses. Pesticides, bien-être animal, réchauffement climatique. Les agriculteurs sont malmenés dans un monde en pleine mutation. Crise de modèle, crise économique, crise démographique. Alors quel avenir pour la profession? Avec nous pour en parler, Pascal Gaillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du conseil régional en charge de l'agriculture. Julien Kegler, bonjour. Vous êtes président des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin. Vous êtes aussi céréalier. Philippe, bonjour. Philippe Clément, bonjour. Vous êtes président de la FDSEA des Vosges. Vous êtes éleveur en polyculture. Et enfin, Florent Campello, vous êtes éleveur de la race vosgienne en Alsace. Vous êtes un habitué du salon. Cette rencontre-là avec les consommateurs, elle est importante. Bonjour. Alors oui, elle est très importante puisque c'est quand même sur ce salon qui est vraiment une vitrine de l'agriculture française, mais de nos régions et en particulier du Grand Est, où on peut échanger avec les consommateurs pour voir quelles sont leurs évolutions de leur consommation, mais aussi pouvoir échanger avec eux sur nos pratiques dans nos élevages. Expliquer son travail aujourd'hui, c'est plus que jamais important avec les polémiques qu'on vient d'évoquer. C'est essentiel pour notre avenir, mais aussi pour l'avenir des consommateurs. Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui venir sur un salon en se disant on n'allons faire que râler. Il faut aussi avoir une agriculture positive, avoir un message positif dans un monde agricole qui est en plein changement, comme vous l'avez dit. Alors, avant de commencer les échanges, que pèse l'agriculture aujourd'hui? Je vous propose un état des lieux rapide avec des chiffres clés. On regarde et on en reparle tout de suite. La France est la 4e plus grande ferme du monde, la première d'Europe. Le secteur agricole ne représente plus que 2,8% de la population active, mais c'est encore 18% de l'activité économique du pays. Un modèle en crise, économique et démographique, un agriculteur sur deux partira à la retraite d'ici 2022. En 50 ans, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 2. L'endettement des agriculteurs, lui, a triplé. Aujourd'hui, un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 €. Alors, Philippe Clément, on le voit, un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 €, même s'il faut modérer ces chiffres parce que ça comprend aussi les emplois partiels. C'est une réalité. Alors, ce qui est certain, c'est que l'agriculture, effectivement, est en crise. On l'a dit, hein, on a une crise de revenus. Et c'est bien là, on va dire, le principal problème de l'agriculture. Le principal problème, aller recruter aussi des jeunes, puisqu'on l'a vu dans le reportage. 50% des exploitants aujourd'hui ont plus de 50 ans. Il va falloir trouver des jeunes pour renouveler les générations. Et il va falloir qu'on ait, comme le disait Florent tout à l'heure, une communication positive sur notre métier, puisque ce n'est pas en disant qu'on gagne jamais notre vie qu'on pourra attirer des jeunes vers ce métier. Maintenant, il faut partir aussi du constat qu'effectivement, nous sommes sur une crise économique, une crise de reconnaissance aussi, et un besoin de reconnecter aussi l'agriculteur et la société. Alors, Julien Kegler, justement, on le disait, les jeunes agriculteurs, c'est quoi? C'est un métier qui ne fait plus rêver? Alors c'est un métier surtout dehors par passion. Il y a beaucoup de nos jeunes dans nos lycées qui ont la passion du métier et c'est ça qu'on met en avant en premier lieu. Après, la reconnaissance du travail se fait par la formation, le travail au quotidien et c'est là-haut qu'on arrivera à passer au-delà des crises. Au quotidien. Mais on voit aujourd'hui qu'on peine à recruter de jeunes agriculteurs. Alors on peine effectivement à recruter, mais on est quand même encore relativement confiant. On a encore dans nos régions des jeunes qui y croient et qui ont envie d'aller vers l'avant. Et c'est vraiment ce message-là qu'on veut faire passer au quotidien pour les accompagner et lever l'ensemble des contraintes au quotidien. L'accompagnement, justement, Emmanuel Macron l'a dit, il faut accompagner les jeunes à l'installation. La région aussi accompagne ces jeunes. Oui, tout à fait. Et vraiment, le renouvellement des générations, c'est une des 4 priorités du projet agricole de la région. On accompagne les jeunes et plus particulièrement dans ce qui a été dit, l'élevage, c'est difficile, on le sait. C'est prégnant dans notre région. Et pour prendre un exemple, on complète l'aide à l'installation dont tous les jeunes agriculteurs bénéficient. Dès lors qu'ils s'installent en élevage, on a décidé à la région de les doter de 4 000 € ou 7 000 € selon les cas, en plus, parce qu'on reconnaît la difficulté de l'élevage. Ce qu'on veut, c'est vraiment les accompagner, les encourager. En tout cas, c'est une priorité pour vous? C'est une priorité pour nous. Il y a l'installation, mais il y a aussi la transmission des exploitations. Et c'est un tout. Et on a travaillé avec l'ensemble de la profession, effectivement, sur cet ensemble, de sorte que
on ne puisse pas, dans 20 ans, redire la même chose. Si dans 20 ans, on dit encore 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans, il n'y en aura plus. On aura moins de 100 000 agriculteurs. Et nous, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait cette activité économique qui perdure, qui se développe, et que notre ruralité continue d'avoir des agriculteurs qui sont présents et qui font vivre les territoires. Alors, Florent Campello, on parlait des revenus. Vous avez trouvé un moyen d'augmenter, en tout cas, votre chiffre d'affaires. Alors nous, on s'est remis en question au niveau de l'élevage de montagne, et en particulier les éleveurs de races vosgiennes. Et on s'est dit qu'on va peut-être commencer à réfléchir autrement et gagner notre vie pour le travail qu'on fait chez nous à la maison. Donc une valeur ajoutée sur nos produits qui est plus forte que dans des systèmes autres. Aujourd'hui, on a créé en 2015 le cœur de massif, qui est une filière qui fonctionne bien, qui est plus rémunérateur qu'une autre filière. Et on sait qu'aujourd'hui, les exploitations qui aujourd'hui produisent du cœur de massif gagnent. On fait un bond en avant en chiffre d'affaires dans à peu près de 15 à 35% sur une exploitation. Alors, cela reste encore une niche. Les éleveurs, on le disait, sont particulièrement fragilisés. On va faire un tour en Alsace chez un producteur de lait qui cherche sans cesse des solutions. Il est éleveur depuis toujours, sans être né dans une ferme. Il a appris très jeune chez ses voisins, après l'école, les week-ends. Devenir paysan était une évidence. C'est un choix de vie en fait, c'est plus qu'un métier, c'est un choix de vie par rapport au temps qu'on passe sur la ferme. On est tout le temps sur la ferme. Sa vie est là, au milieu de ses 120 vaches qu'il élève avec ses beaux-parents. Les dernières. Une vie rythmée par la traite 2 fois par jour. En 2 générations, sa belle-mère a vu l'évolution du métier. Tout a changé, sauf le prix du lait, 33 centimes le litre en moyenne. Quand je compare le prix du lait il y a 35 ans en arrière, c'était à peu près le même niveau qu'en ce moment. Donc il faut traire de plus en plus pour pouvoir s'en sortir, alors que toutes les charges, elles augmentent. Et c'est notre gagne-pain. Il a fallu augmenter le troupeau de moitié pour conserver le même revenu. Avec son beau-père, ils ne peuvent plus s'agrandir aujourd'hui. Il faut rogner sur les charges. Cela commence par l'autonomie alimentaire. Alors donc, c'est une alimentation, donc c'est essentiellement à base d'herbe. Donc c'est l'herbe qui est produite sur notre ferme. La charge alimentaire, ça représente à peu près un tiers du coût, un tiers du prix du lait, en général. Donc si on arrive à comprimer ça, c'est sûr qu'on peut augmenter notre marge. Produire moins cher et plus sain, cela demande plus de travail. 70 heures par semaine, mal rémunérées. Le jeune agriculteur gagne entre 3 et 4 euros de l'heure, même pas la moitié du SMIC. Alors Philippe Clément, on le voit dans le reportage aujourd'hui, il faut produire plus et mieux, c'est ça ? Alors, il faut produire plus, pas forcément. Ce qui est certain, c'est que les exploitations agricoles ont beaucoup évolué. Mais lui, là, il est obligé. Lui, il est obligé. Alors, après, chaque exploitation a son historique, a son histoire. Et un modèle comme chez Florent, par exemple, n'est pas forcément transposable chez un autre. Florent est sur un secteur où, effectivement, il y a une dynamique qui s'est mise en place avec la sauvegarde de la race de la vache vosgienne, avec la problématique de se dire on crée une production à forte valeur ajoutée. Et effectivement, c'est une niche. Mais il faut bien prendre conscience que chaque exploitant a ses problématiques qui lui sont propres et il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a, comme vous l'avez dit dans le film, on a un souci de rémunération. Le prix du lait, par exemple, est le même qu'il y a 20 ans. Même s'il y a une petite amélioration cette dernière année. Sur le prix du lait ? Oui, alors on partait de tellement bas qu'on ne pouvait pas avoir de baisse, sinon c'était la catastrophe. Florian Campello, pour vous, c'est un petit peu différent. Vaut mieux produire moins, mais mieux. C'est plutôt ça. Disons que j'entends ce que tu dis. Mais je me dis qu'à un moment donné, on ne pourra pas toute notre vie aller chercher 10 centimes de lait, 10 centimes d'euros au 1000 litres de lait. Il faudra à un moment donné ou un autre qu'on se mette autour de la table et que ces niches, comme tu peux le dire, vous aident à vous aussi peut-être à avoir une réflexion qui est différente de celle-là aujourd'hui. Oui, c'est facile peut-être pour nous de dire j'ai aujourd'hui. Mais je pense qu'on a fait un travail qui était en commun, qui était fédérateur. Et aujourd'hui, moi, je peux qu'en être fier en tant que race vosgienne. Et je vais même vous dire quelque chose, c'est que moi, je ne vais pas m'arrêter là. On va aller encore plus loin. Parce que c'est un monde agricole qui va mal.
C'est un monde agricole qu'il faut relever la tête. Et c'est un dynamisme. Alors comment aller plus loin? Comment aller plus loin? En se concertant. Finalement, en arrêtant d'opposer peut-être deux agricultures industrielles et un peu plus fermières, et se mettre ensemble autour de la table comme on peut le faire aujourd'hui. Vous voulez dire une diversité des modèles, c'est ça Une diversité des modèles. Aujourd'hui, on voit qu'avec 120 vaches laitières, on n'arrive pas à vivre. Aujourd'hui, on voit qu'avec d'autres systèmes, avec peut-être 20 vaches laitières, on arrive à vivre. Je crois qu'aujourd'hui, si on prenait toutes les communes de France et qu'on regardait le lait produit à l'échelon communal, est-ce que les éleveurs laitiers produiraient assez pour ce qui est consommé dans sa propre commune? Peut-être c'est ça. On prend souvent l'exemple de dire dans le temps, on va aller avec le pot de lait chez sa grand-mère pour aller chercher le litre de lait. On ne peut que espérer ça pour les éleveurs laitiers. Si je peux juste permettre de me rebondir, on a quand même dans le département des Vosges, puisque c'est le nôtre, on produit 400 millions de litres de lait avec une population de 300 000 habitants. Il est bien évident, comme tu le dis, qu'il faut mailler les deux agricultures. L'agriculture pour le circuit court, mais aussi une agriculture pour l'industrie agroalimentaire qui nous permet de fixer de l'économie sur un territoire. Parce que c'est là aussi l'enjeu de l'agriculture, c'est de fixer de l'économie sur un territoire, à la condition que le paysan ne soit pas toujours celui qui se fasse raboter à la fin et qu'il doit effectivement gagner sa vie. Sinon, le combat, il est vain, on est bien d'accord. Au niveau des céréales, quand on parle de juste prix? Alors sur le juste prix des céréales, c'est aussi très compliqué parce que on voit avec la loi des États généraux de l'alimentation qu'on veut étudier un coût de production à l'échelle d'un bassin. Sauf que moi, quand je fais mon coût de production... C'est les agriculteurs face à la grande distribution. Voilà. C'est essayer de trouver un terrain... Mais moi, là où j'ai du mal, c'est que mon coût de production, rien que chez moi, n'est pas le même chez mon voisin, n'est pas le même dans 3 communes plus loin. Et donc, du coup, on va peut-être laisser des exploitants sur le carreau. Et c'est ça qui est vraiment dommageable. Il faut qu'on puisse aider l'ensemble des exploitants à demain se développer, à continuer la production. Et ce qui est le plus important, c'est la diversité aussi. Parce qu'on voit dans notre Alsace, aujourd'hui, on a différentes productions, différentes filières, et c'est toujours ça qui a pu amener de la valeur ajoutée dans nos exploitations. C'est pas en se focalisant sur une filière bien particulière, il faut répartir les risques sur l'ensemble des filières qui sont présentes dans le secteur. Pascal Gaillot, aider les filières justement. Et là, c'est une autre priorité de la région, marché et filières. Et quand on regarde l'agriculture de cette région Grand Est, elle est vraiment structurée sur des filières longues. Et on a besoin de conserver la capacité d'exportation de nos filières, comme le disait Philippe, certaines filières, qu'elles soient en céréales, lait, élevage, viticulture. Mais également, il y a un deuxième pilier qui est important et qui se développe, c'est celui des circuits courts. Pas forcément le circuit court directement du producteur au consommateur, mais des chaînes plus courtes. Et là, notre rôle aussi, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs de ces filières à s'organiser, à se concerter, comme disait Florent. On parle du circuit court comme une solution, mais si on le généralise, il y a d'autres dangers aussi. Oui, bien sûr. Mais plus globalement, c'est, regardez, on est dans une région qui compte 5,5 millions de consommateurs. Aujourd'hui, ce qui nous anime et tout ce qu'on a mis en place, notre objectif, c'est que chaque habitant du Grand Est, lorsqu'il fait ses courses, lorsqu'il déjeune au restaurant, lorsqu'il déjeune à la cantine scolaire ou d'entreprise, il ait accès aux produits locaux. Mais rien que ça, c'est un développement formidable pour nos agriculteurs. C'est ceux que l'on accompagne par un certain nombre de dispositifs et de moyens en fait pour animer, et puis 2, structurer, et 3, soutenir l'investissement, parce que tout ça, ça passe par des investissements. Alors comment passe-t-on d'un modèle intensif à une agriculture sans pesticides, sans gaz à effet de serre, avec le respect des filières? Ça c'est le grand débat qui anime tout le monde. Je crois qu'il faut pas faire le raccourci entre agriculture intensive, donc agriculture avec pesticides et toutes ces choses-là. Je crois qu'à un moment, il faut aussi savoir raison garder. On a parlé ces 2 dernières années énormément d'un produit qui a fait monter sur la table tout le monde, à savoir le glyphosate. Et quelque part, on n'a pas pu avoir une discussion saine sur effectivement une discussion sereine sur la diminution des produits phytosanitaires. Ce qui nous anime, puisque nous en sommes effectivement utilisateurs aussi. Il y a une demande sociétale aujourd'hui qui se met en place sur une demande de production, on va dire, sans pesticides. Il faut quand même savoir que les pesticides, je préfère les appeler produits de défense de santé animale, puisque c'est quand même de santé végétale, pardon. C'est plus comme ça qu'il faut les appeler. On les utilise parce qu'à un moment, on doit répondre aussi à des normes de marché. On doit aussi, à un moment, savoir que
l'agriculture française, la productivité de l'agriculture française a augmenté de 300% ces 40 dernières années parce que le progrès a été aussi induit par toutes ces pratiques-là. Et ça a permis à nos concitoyens de manger à leur faim des produits quand même sains, parce qu'on est quand même assez... on en prend sur le dos assez régulièrement, les agriculteurs, souvent. Aujourd'hui, on parle de la menace cancérogène. Vous commencez à les limiter. Vous, d'ailleurs, chez vous, vous travaillez, vous arrivez à mesurer exactement ce que vous pouvez injecter. Alors aujourd'hui, la huture française a fait d'énormes efforts et on continue à en faire. On arrive à mesurer, à vraiment utiliser la juste dose au bon endroit. Grâce notamment à un GPS, voilà, c'est ça, donc des on nouvelles fait technologies. vraiment des techniques simplifiées et aussi par l'autoguidage, la culture de précision. Et donc là, ça passe par des équipements spécifiques et c'est ça qui fait qu'on amène vraiment la juste dose au meilleur endroit. Moi, ce que je voudrais réagir et rebondir par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que on a la plus belle agriculture du monde, elle est française, elle est ici au Salon de l'Agriculture aussi. Moi, quand je me balade dans les allées et que je vois autant de consommateurs qui viennent voir les agriculteurs, c'est qu'ils y croient encore. Focalisons-nous sur ce message-là, sur l'ensemble des gens qui viennent nous rencontrer, le consommateur, pour parler de l'agriculture française. Et c'est vraiment ça qu'il faut se concentrer. Après, le reste, on fera évoluer l'agriculture pour que demain, on se développe encore. Florent Campello, est-ce que vous-même, vous avez revu vos méthodes de travail? Est-ce que vous essayez d'autres alternatives en général? Oui. Alors nous, on essaie de toute façon pas de stabiliser un revenu, mais de l'augmenter. Parce qu'on estime qu'on est agriculteur, certes, mais ce n'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on n'a pas le droit de gagner notre vie décemment. Mais ça, je crois que c'est le message collectif et commun à tout le monde ici. Après, on a différentes techniques pour le faire. Moi, à la fin du mois, c'est moi qui fais les factures et c'est moi qui fixe le prix du lait. Je n'aimerais absolument pas être dans une autre situation où on va me dire combien je gagne à la fin du mois. Ce n'est pas la même mentalité. Et je crois que c'est ce que je disais un peu au début, c'est que les mentalités doivent changer aussi bien chez les agriculteurs, mais aussi ceux qui sont en face, dont les industriels. À condition qu'on nous donne les moyens de pouvoir le faire. Je suis d'accord. Mais alors avant, on a collectif, on est bien d'accord. On a 50% d'agriculteurs en moins, on a fait 300% de rendement en plus, mais on gagne tout autant qu'avant. Oui, non, mais l'adéquation, elle n'est pas bonne là. Non mais on sait très bien, mais on est sur ce... Aujourd'hui, on a répondu à une commande. La commande, c'était celle de dire il faut nourrir nos concitoyens. On a fait le boulot et je dirais qu'on l'a presque trop bien fait, puisque aujourd'hui, quelque part, le paysan, à la fin, il ne gagne pas sa vie quand même. Donc il y a effectivement toutes des choses à remettre en place. De par les états généraux d'alimentation, ça accouchera peut-être d'une souris, mais en attendant, il y a eu un moment... Justement, les états généraux de l'alimentation, les premières rencontres avec la grande distribution ne se passent pas très bien. Est-ce que, bon, pourtant il y a cette loi, après peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il faut des sanctions, puisque a priori les premières réunions ne sont pas concluantes? Ouais, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on sait que la grande distribution, encore aujourd'hui, après avoir signé la main sur le cœur au début, le lancement des états généraux d'alimentation en disant on a bien compris le problème, l'agriculteur ne gagne pas sa vie, il faut qu'on fasse des efforts. Là, les négociations commerciales se terminent. Et malheureusement, il faut dire encore que la grande distribution, en partie, dans la grande majorité des cas, c'est encore comporté comme des cochons. C'est des espoirs déçus, cette loi. Ce sont des espoirs déçus, cette loi agriculture, alimentation, déjà. Les états généraux, alors je m'excuse, j'entends pas avec le bruit, je suis désolé. Les états généraux, ce sont déjà des espoirs déçus? Mais pas encore, je pense qu'on est à une prise de conscience qu'à un moment, les acheteurs doivent tenir compte d'un coût de production chez les exploitants. Ça, c'est le pied dans la porte. Maintenant, il va falloir pousser un peu plus fort et qu'effectivement, après avoir pris conscience, il faut traduire cette conscience en actes. Que effectivement, la grande distribution arrête de presser les transformateurs qui, eux, par ricochet, nous pressent. Et il y a un moment, ça, c'est plus possible. La grande distribution, sinon, on va encore reprendre un petit peu... on n'aime pas faire ça, mais on lutte avec nos armes. On lutte avec nos armes et quand il faut aller les secouer, eh ben, on est obligé de le faire. Alors, les consommateurs demandent une révolution verte, high-tech. Comment on fait pour les accompagner? Comment on prend ce tournant de la transition écologique? Mais elle est déjà engagée. Et là, tout autour de la table, ils l'ont exprimé, mais ils restent modestes. Moi, je vois à la région tous les projets qui nous sont déposés de recherche, de développement, d'innovation, de nouvelles filières. L'année dernière, on a dit, tiens, posez-nous des projets qui vont concourir à baisser les intrants ou aller vers le zéro intrant. Plus d'une quarantaine de dossiers sont arrivés de toutes sortes, du bio mais pas seulement, du lait de prairie, des pois protéagineux pour l'autonomie alimentaire des exploitations, de la betterave bio,
du miscanthus dans des zones de captage, etc. etc. Les projets foisonnent. C'est pour ça qu'on peut rester plein d'espoir parce qu'il s'est déjà engagé. Simplement, ce qui a été demandé et d'où nous acquiesçons, c'est un petit peu de temps parce que tout ce qui est posé, le temps agronomique n'est pas le temps politique. Il y a des tentatives, on peut parler aussi de l'économie circulaire. La région est engagée dans l'accompagnement de l'économie circulaire. Et en même temps, on se rend compte que le biogaz, finalement, c'est pas ce qu'on attendait. Il y a aussi un recul sur les futures installations. Oui, mais qui dit que c'est pas ce qu'on attendait? C'est parce qu'il y a un changement de politique. Alors là, pour le coup, national, on va dire qu'il y a une un baisse coup de d'ambition. freinage, voilà, un coup de frein. C'est pas ce que nous souhaitons à la région, puisqu'on a signé avec l'ensemble des partenaires de la méthanisation sur ce salon un engagement à accompagner le développement. C'est vraiment... il faut que nous, politiques, que ce soit région, État, Europe, on ait une stabilité des politiques et qu'on donne de la visibilité aux agriculteurs. Parce que leur dire allez-y et puis tout d'un coup mettre des coups de frein, c'est totalement impossible pour eux de s'adapter. Alors on veut qu'ils s'adaptent très vite, mais on ne leur donne pas les moyens. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire avec la profession sur du pluriannuel, en se donnant le temps. On va le voir. Oui, allez-y. Je vais vous donner un exemple. C'est celui de la viticulture du Grand Est. Vous savez, justement, je vous interromps une seconde. On va juste regarder une infographie. Vous pouvez en parler immédiatement. Le Grand Est, que pèse le Grand Est? Regardez, 10% des fermes françaises, 10% des entreprises agroalimentaires. Et donc, c'est réparti entre l'élevage, on le voit, 35%, la viticulture et les grandes cultures. Oui, donc je vais vous dire sur l'exemple de la viticulture. Vous connaissez nos produits, on les a sous les yeux, le champagne, les vins d'Alsace, les vins de Lorraine, de Moselle, s'engagent à tendre vers le zéro herbicide à 2025. Ce n'est pas les 3 ans sans glyphosate, c'est beaucoup plus engageant dans un délai un peu plus long. Nous suivons, nous les accompagnons dans leurs investissements, etc., parce qu'ils se sont engagés. Et ils ont dit tendre vers zéro. C'est pas forcément supprimer du jour au lendemain, ça c'est pas possible quand il n'y a pas de solution. Puisqu'on parle du glyphosate, Emmanuel Macron finalement a reculé en disant qu'il fallait laisser le temps aux agriculteurs de changer leurs pratiques. Il s'est exprimé aussi sur la PAC à l'ouverture du salon. La PAC qui suscite beaucoup d'interrogations et pas mal d'inquiétudes. On écoute un extrait et on en reparle. Cette force de nos terroirs, de notre pays, ne serait pas la même sans notre Europe. Et je sais que l'avenir de ce terroir français, de ces terroirs français, passe par une politique agricole européenne, protectrice, pragmatique, ambitieuse, dont nous avons besoin. Alors Philippe Clément, une réaction, un agriculteur sur 2 aujourd'hui ne pourrait pas se dégager de revenus sans la PAC. Ça c'est une évidence, mais c'est pareil, on nous a dit un moment, en 92 à la réforme de la PAC, on a dit le consommateur va payer une partie de sa nourriture dans son panier, l'autre partie par le biais des impôts pour nous verser des primes compensatrices. Aujourd'hui, ces primes compensatrices ont tendance à baisser avec des charges qui, elles, augmentent. Donc on est face à un problème. Aujourd'hui, on va repenser la PAC d'après 2020. Une des priorités, avant de parler de projet politique, c'est de conserver un budget agricole conséquent. Qui va être en baisse, notamment avec le départ de la Grande-Bretagne. Oui. Ce qu'on ressent, nous, l'impression qu'ont les agriculteurs aujourd'hui, c'est que les paysans vont financer, grosso modo, à eux seuls une grande partie du Brexit, et ça, c'est intenable. Julien Kugler, une réaction par rapport à cette baisse de budget de la PAC? Alors, outre le baisse de la budget de la PAC, il faut encore que l'argent arrive sur les exploitations et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui et on voit les difficultés. Les difficultés sont essentiellement liées aujourd'hui en priorité à ça en premier. Alors après, on a d'autres choses à travailler encore. Il y a aussi l'histoire aujourd'hui de changer de modèle. Quand on change de modèle, nous, ça nous demande du temps. Moi, quand je fais un emprunt pour un tracteur, pour une machine agricole, ça dure 10-15 ans. On ne peut pas changer le modèle et rebasculer les cartes complètement dans l'autre sens du jour au lendemain. Moi, dans ma campagne, dans toute ma carrière, je vais faire 40 récoltes. Et donc, sur mes 40 récoltes, il faut que je puisse faire évoluer le modèle. Et donc, ça demande du temps et de l'engagement. Et c'est ce qu'on demande aux agriculteurs sur un court temps. Et ça, c'est quand même problématique. Et donc, il faut qu'on ait cette PAC qui soit un peu ambitieuse pour qu'on mette vraiment la charrue dans le bon sens pour pouvoir avancer ensemble.
On parle de la PAC. Le Brexit, évidemment, va peser sans doute dans les négociations. Le risque pour la région, c'est quoi? C'est la viande, le vin. Quels sont les secteurs les plus exposés? Les secteurs les plus impactés, c'est les vins, ce sont les vins, effectivement, et l'agroalimentaire. On estime à une dizaine d'entreprises agroalimentaires, des boissons ou alimentaires, qui risquent d'être impactées. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas encore totalement les conditions du Brexit, bien que nous soyons à quelques 30 jours de l'événement. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le Royaume-Uni est le 3e client du Grand Est, que les filières effectivement viticoles et agroalimentaires sont parmi les premières concernées et qu'il y a effectivement de quoi avoir quelques inquiétudes en la matière. Le deuxième volet, on l'a dit, c'est la baisse du budget pour la PAC et la suite de la politique européenne de manière globale. Florent Capello, une réaction Allez-y, pardon. Ouais, juste par rapport à la PAC, ce qui est aussi important sur cette politique agricole commune, c'est que notre gouvernement français aille la défendre très fortement au niveau de l'Europe. Alors là, il y a eu un message quand même d'Emmanuel Macron. Mais même, enfin, ça ne suffit pas que le président y aille, il faut que l'ensemble des ministères, l'ensemble de nos représentants aillent défendre cette agriculture française, qui est une agriculture d'excellence, et on a besoin de défendre ça au quotidien pour qu'on soit représenté dans tous les sens. Florian Campello. En concertation avec le monde agricole qui est réel et qui est vital. On ne pourra pas aujourd'hui envoyer des responsables ou avoir des discussions aux instances européennes sans avoir en concertation les gens qui sont dans le monde réel de ce que ça veut dire l'agriculture. Ça, c'est important. Ah, mais demain, on est à la veille des élections européennes. Il nous faut une Europe forte aussi par nos députés européens pour qu'on aille défendre cette politique agricole commune, appuyée par le gouvernement français et bien sûr avec l'ensemble des représentants syndicaux derrière. Il nous reste assez peu de temps. On parlait de l'avenir de la profession. Vous le voyez comment, vous? Je pense qu'il faut y croire tout simplement. On a un métier qui est magnifique. Je veux dire, quand je suis sur mon exploitation, on ne fait jamais le même métier d'un jour à l'autre. On vit au rythme des saisons. On a un métier qui certes est difficile. Voilà, c'est pas toujours marrant, mais on a tellement de beaux moments. Et je voudrais juste rajouter qu'il faut qu'on sauve cette agriculture-là et que les politiques, nos élus prennent conscience de ça, parce que l'agriculture française, c'est l'équivalent de 80 rafales dans la balance commerciale. Quand on vend 5 rafales, on se gratte le nombril, on en exporte 80 par an par le biais de l'agriculture française, par l'industrie agroalimentaire. Voilà, il faut qu'on y aille, et c'est un beau métier, il faut que les jeunes y viennent, et je pense qu'ils y prendront du plaisir. On a compris le message. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Je sais que les semaines sont longues au Salon de l'Agriculture. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Tout de suite, le journal. Très bon dimanche à tous. Au revoir.